Argentine, France, États-Unis d'Amérique, Japon, Chine, Algérie, Uruguay, Espagne, Danemark, Royaume-Uni, Australie, Afrique du Sud. Indonésie. Sur les 5 continents, casqués de fleurs ou armés de pavés, les libertaires sont lentement sortis de la nuit et ont allumé des feux de joie. Eux que l'on avait cru vaincus, ils ont partout repris l'initiative, déclenché de vastes mouvements insurrectionnels et remporté finalement la bataille pour l'hégémonie culturelle. Mais gagner les batailles n'est rien pour eux si l'on ne gagne pas la guerre sociale. Or, dans les années qui suivent 1968, les anarchistes vont découvrir un nouveau péril, non plus celui de disparaître, mais celui de s'aliéner. Car face à un système globalitaire qui met en scène les apparences de sa propre critique, leurs slogans émancipateurs, leurs riffs assassins et même leurs figures finissent souvent par être récupérés. Pour faire avancer leurs idées, les libertaires ne vont plus dès lors avoir d'autre choix, du local à l'international, que d'avancer masqués et par la guérilla ou la mobilisation de masse, en revenir à la propagande. Et c'est ainsi que des faubourgs de Montevideo au cœur de Londres et du Chiapas rebelle à Seattle insurgé, l'anarchisme va inspirer, sans toujours dire son nom, toutes les nouvelles formes de résistance. Et dans cette postmodernité qui se voulait la fin des temps, relancer pour un tour, au moins, la grande roue de notre histoire. Que l'année 68 ait été une répétition générale ou une révolution manquée, il n'en reste pas moins qu'elle aura laissé comme un goût d'inachevé sur la langue des révolutionnaires. Comment ne pas comprendre que nombre d'entre eux soient déçus devant le spectacle des populations reprenant le travail? Mais face au retour des éternelles polémiques entre organisations qui se rejettent la faute et entendent ramasser les mises, comment pourrait-il ne pas être écœuré? Que faire? Comment continuer le combat? Alors que certains décident de prendre la clé des champs et rejoignent des communautés, d'autres, soit par optimisme, soit par désespoir, choisissent de rester dans les villes afin d'essayer par un coup de force de précipiter les choses. Pour les anarchistes, tout commence en réalité en Uruguay, en 1965, quand Abraham Guillen, ancien combattant au sein d'une division anarchiste en Espagne, mais aussi diplômé en sciences économiques, qui a participé à toutes les tentatives insurrectionnelles de l'après-guerre, publie son livre « Stratégie de guérilla urbaine ». Pour comprendre la nouveauté de son ouvrage, il faut se souvenir que depuis le triomphe de la révolution cubaine en matière de lutte armée, c'est la théorie de Che Guevara, dite du foquisme, qui recueille toutes les faveurs des révolutionnaires. Les guérilleros doivent partir dans les montagnes et dans la jungle pour créer, aux côtés des paysans et des indigènes, des foyers insurrectionnels. Cette théorie, qui a pu montrer son efficacité dans le contexte cubain, doit à tout prix, selon Abraham Guillen, être repensée pour les pays plus développés. Dans une guerre révolutionnaire, quand les masses urbaines sont plus importantes que les masses rurales, le centre de gravité de la lutte doit se situer dans les aires urbaines. Les grandes cités sont des forêts immenses de ciment, où tous les artifices de la guerre de guérilla peuvent être correctement employés. L'heure est venue où une minorité révolutionnaire peut mettre la masse en mouvement et permettre de surmonter l'aliénation par la peur. La théorie de la guérilla urbaine et de la propagande armée vient de naître. Et à Abraham Guillen de préciser: La guerra revolucionaria tiene que tener en cuenta que es una guerra en el espacio y en el tiempo, y que toda operación tiene que tener ganancia de población. El socialismo libertario tiene que predicar con el ejemplo y tiene que llevar adelante lo más consustancial con la doctrina del socialismo libertario, la acción directa, porque para la acción indirecta política, para la acción en la cual las masas no participan, ya están suficientemente los partidos políticos. L'objectif, selon moi, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que le système capitaliste est fragile et que les prolétaires peuvent donc mener eux-mêmes la lutte armée. Entre parenthèses, c'est la vision classique des attentats anarchistes depuis la fin du XIXe siècle. La propagande par le fait. La théorie d'Abraham Guillen se diffuse rapidement
et parvient à convaincre jusque dans la Suisse de l'Amérique latine, en Uruguay, où la révolte gronde depuis qu'en ce milieu des années 60 sévit une crise économique profonde. Elle inspire notamment un groupe de jeunes révolutionnaires, les Tupamaros. Emmené par Raúl Sendich, un partisan de l'autogestion, fin connaisseur de Proudhon, et rassemblé autour de mots d'ordre libertaires, on retrouve parmi eux des socialistes révolutionnaires, des communistes hétérodoxes, des prêtres influencés par la théorie de la libération, mais aussi, et depuis l'origine, à l'image de Gérard Dogati, Georges Savalsa et José Mujica, de très nombreux libertaires. Les anarchistes participent à la formation des Tupamaros. Les Tupamaros ont d'ailleurs un respect de la vie humaine. En ce sens, c'est une lutte très respectable. Les Tupamaros adoptent aussitôt la stratégie de la guérilla urbaine et de la propagande armée. Ils attaquent tous azimuts et enchaînent les coups d'éclat. Pas un jour sans que leurs actions ne fassent les gros titres des journaux. Lundi, les Tupamaros occupent une usine. Mardi, hold-up de 5 millions de pesos. Mercredi, attentat à la bombe dans plusieurs clubs politiques. Jeudi, occupation d'une usine et bombe. Vendredi, bombe et hold-up. Samedi, dynamitage d'une chaîne de télévision. Et dimanche, en guise de repos, évasion de dizaines de détenus. Le pouvoir a beau dénoncer leur violence, les Tupamaros, qui dans un premier temps évitent de verser le sang, sont bien perçus par la presse et l'opinion publique. Ils bénéficient même sur la scène internationale d'une image très positive, comme le prouve l'article que leur consacre alors le Time Magazine, qui les apparente à des Robins des Bois des temps modernes. Grâce à eux, les théories de la guérilla urbaine et de la propagande armée se popularisent et essaiment dans le monde. Les gens apprennent en répliquant. Quand vous voyez un groupe qui fait des choses, que vous avez des connexions avec ce groupe, des réseaux se créent. Et alors, on retrouve un peu partout le même type d'action. C'est vraiment ce qui s'est passé avec les Hungry Brigade, par exemple. Partie d'Amérique latine, la question de la lutte armée se pose en effet à partir de 1969 à tous les révolutionnaires. Partout, on publie des journaux, on fait des films, on écrit des livres qui parlent d'elle, et des appels aux armes sont lancés à la télévision. Dans tous les quartiers, sur nos lieux de travail, nous devrons préparer dès maintenant la lutte armée pour la destruction de tous les capitalismes. Mais si tous les révolutionnaires s'y mettent, ce sont comme souvent des anarchistes qui prennent l'initiative. Comme un symbole, il y a les Tupamaros West Berlin avec Michael Bomi-Baumann qui sont les premiers à faire trembler le vieux monde. En Espagne, le groupe Primer de Mayo, puis les commandos autonomes anticapitalistes font parler la poudre. Les appels à construire la guérilla sont entendus en France aussi, où dès l'année 1970, le groupe révolutionnaire numéro 2 organise à Grenoble une semaine de la dynamite, suivie par les garis qui passent eux aussi à l'attaque. Ils enchaînent les hold-up et multiplient les attentats et les sabotages dans tout le pays. Même aux États-Unis d'Amérique, d'anciens hippies prennent les armes. Le Weather Underground, qui a la mémoire longue, fait par exemple sauter la statue des policiers de High Market Square à Chicago. Mais c'est sans doute au Royaume-Uni que la stratégie de la propagande armée anarchiste est menée de la manière la plus emblématique par une organisation qui encore aujourd'hui n'a pas révélé tous ses mystères, la Hungry Brigade. De nombreuses questions demeurent que les journaux comme le Time et d'autres se posent déjà à l'époque. Qui sont les Hungry Brigade? Et eux, ils répondaient, la Hungry Brigade, ça peut être n'importe qui. La Hungry Brigade, c'est cette personne qui est assise à côté de toi dans le métro et qui a de la haine plein la tête et un revolver dans son blouson. N'importe qui peut être de la Hungry Brigade. Les noms ne comptent pas. Ce qui est très intéressant et qu'on a aujourd'hui oublié avec les membres de la soi-disant Hungry Brigade, c'est qu'ils étaient aussi impliqués dans beaucoup d'activités d'entraide entre communautés avec les syndicats. C'étaient des poètes et des écrivains, mais ils ont été décrits par la presse de l'époque comme une horde de terroristes. C'est en réalité très loin de ce qu'ils étaient. Ce collectif, bien qu'hétéroclite, n'en est pas moins fortement mobilisé et politisé.
Décidés à passer à la lutte armée, ils adoptent ce nom de brigade de la colère et s'inventent un logo où l'on voit les signes masculins et féminins s'entrelacer autour d'une Kalachnikov. Car à l'image des autres groupes de lutte armée de l'époque, ce qui déroute alors les observateurs, c'est que parmi ces combattants, on compte de nombreuses combattantes. Dans la lignée des pétroleuses de la commune, ces femmes auxquelles on attribue le surnom d'Amazone de la terreur effraient autant qu'elles fascinent. On se souvient notamment en Allemagne de l'Ouest de l'héroïque Nada du mouvement du 2 juin et d'Ulrika Meinhof qui, bien que n'ayant rien d'anarchiste, était désignée comme telle dans les tracts mettant sa tête à prix. Mais pour le public britannique, c'est la figure d'Anna Mendelssohn que l'on soupçonne d'œuvrer au sein de la Angry Brigade qui retient l'attention dans cette interview télévisée où elle résume d'un mot le sens de son combat. How would you describe your politics? Revolutionary. Sensible à toutes les formes de domination et convaincue que la meilleure défense, c'est l'attaque, pendant près de 3 ans, les femmes et les hommes de la Angry Brigade font converger les luttes et enchaînent les frappes. S'ils ciblent bien sûr les banques, les sièges des grandes entreprises, les ambassades et les centres d'intérêt des dictatures, ils élargissent aussi le périmètre des actions de la propagande armée et lui ouvrent ainsi de nouveaux fronts. Certaines de leurs cibles étaient assez inhabituelles. Par exemple, ils ont fait exploser une boutique de mode, Biba. Ils disaient que Biba était un symbole de la société de consommation et qu'à ce titre, elle devait être brûlée. Pour bien se faire comprendre, les actions symboliques de la Angry Brigade sont systématiquement accompagnées de communiqués explicatifs. Frères et sœurs, quels sont vos désirs réels ? Aller au drugstore pour vous asseoir avec l'air distant, vide, ennuyé en buvant un café sans goût, ou bien alors le faire sauter ou le faire brûler. La seule chose que vous puissiez faire avec ces maisons d'esclavage modernes appelées boutiques, c'est les démolir. Le capitalisme, le profit, l'inhumanité ne se réforment pas. Il faut les frapper jusqu'à les détruire. Révolution. La logique derrière cela, c'est de s'adresser à un public qui va comprendre les raisons pour lesquelles vous menez vos actions. Mais le risque, évidemment, c'est que vous allez aussi laisser de côté tous ceux qui ne ressentent pas de colère et ne peuvent pas comprendre la symbolique de vos actions. Afin de ne pas se couper de la population, les guérilleros urbains de la Angry Brigade s'efforcent de ne pas faire couler le sang. Et alors même qu'ils frappent jusqu'aux portes du pouvoir avec une campagne de lettres piégées envoyées aux journaux conservateurs, aux grands industriels et aux ministres, fidèles à la stratégie de la propagande armée, ils ne feront jamais aucune victime. Ils n'ont jamais tué personne. Ils ont fait quelques blessures, mais pas très sérieuses. La propagande par le fait devait toujours être symbolique. Les Angry Brigade avaient ce slogan très important, je crois. Seuls les fascistes attaquent le peuple. If you're talking about the ethics of bombs. Et Anna Mendelssohn de confirmer. You're saying that bombs are very dangerous things. Bombs can kill people, and killing people is not what we want, right? Putting a bomb in a cafe and not being in the position of making sure that there's no one there who's going to be killed, then that's mindless. I mean, that's nothing to do with trying to make a hit at property which the ruling class own and which actually keeps them in power. Et pourtant, comme au XIXe siècle, la peur s'empare des cercles dirigeants. On commence à déployer un formidable arsenal, on vote des lois, on crée des unités spéciales, comme la Bomb Squad au Royaume-Uni, et grâce à la toute nouvelle informatique, on met en fiche les populations. En Europe et dans le monde, la chasse aux guérilleros urbains est donnée. En Uruguay, par exemple, le pouvoir se rigidifie et les autorités multiplient les actions de contre-insurrection. Des coups de filet sont lancés qui permettent d'arrêter les figures du mouvement Tupamaro, comme ici Georges Savalsa. L'usage de la torture se généralise et les escadrons de la mort sont lâchés aux trousses des révolutionnaires. Et cette répression spectaculaire a elle aussi des répliques et fait, elle, en revanche, des victimes. En Allemagne de l'Ouest, Georg von Rauch, l'un des fondateurs des Tupamaros Ouest-Berlin, est tué par la police, devenant le premier martyr de la propagande armée.
En Espagne, le guérillero libertaire Salvador Puig Antich est exécuté au Garroville dans la prison Modelo de Barcelone. Et au Royaume-Uni, quelques prétendus membres de la Angry Brigade, dont Anna Mendelssohn, sont arrêtés. On leur fait un procès, le plus long de l'histoire britannique, et bien qu'aucun ne soit reconnu coupable pour les bombes ou les lettres piégées, on les condamne à de très lourdes peines de prison. Les limites de l'action clandestine et de la propagande armée sont atteintes. Et alors même que les anarchistes avaient été les premiers à en faire l'apologie, ce sont aussi des libertaires qui commencent à en faire très tôt la critique. C'est un problème de où, comment et pourquoi on fait un attentat. Si c'est pour paralyser le capitalisme, ça peut valoir la peine. Mais si c'est un attentat seulement spectaculaire, parce que l'attentat suppose une profonde inégalité entre ceux qui ont la capacité et le savoir-faire des bombes et les gens du commun, ceux qui vont au travail et qui n'ont rien, à part, bien sûr, leur capacité de grève. Tout ça me semble donner une espèce d'idéal héroïque, guerrier, à des mouvements qui peut peut-être remplacer le lent travail ingrat d'organisation, de formation, de culture. Il y a une certaine impatience révolutionnaire qui fait qu'on imagine qu'on va frapper l'ennemi au cœur en mettant une bombinette ici ou là, mais qui, à plus ample informés, ont rarement réussi à déclencher un quelconque mouvement social. Devant les caméras, quelques jours avant son incarcération, Anna Mendelssohn elle-même admet la relative inefficacité de la seule stratégie de l'attentat. What has that series of bombs proved to Britain? Yes. What is it? What is the achievement of the Angry Brigade, in your opinion? Achievement in terms of change, in terms of what it's changed, hasn't changed anything. Hasn't changed anything at all. Nombreux sont les libertaires qui vont alors préférer à la propagande armée la propagande tout court. À la fin des années 70 et au début des années 80, après cette période de forte offensive révolutionnaire, les anarchistes reprennent donc leur bâton de pèlerin. Et tout en s'investissant dans le mouvement punk qui éclot alors, en ouvrant des maisons d'édition et des librairies, en créant des fanzines, des radios libres comme ici en France, Radio Libertaire, ou en participant plus sagement aux mobilisations, ceux-ci retournent pour quelques années dans l'ombre. Avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, le capitalisme triomphe. Il peut à loisir se globaliser et entamer sa dernière mue. Il renforce ses institutions et généralise son offensive contre les corps, les cultures et les paysages. Le monde devient un marché unique et global auquel rien ne doit échapper et dans lequel tout est désormais soumis à ses lois. There is no alternative, dit-on à ceux qui osent s'interroger. Cette intensification du vol des richesses et des ressources est le résultat de ces nouvelles stratégies globales. Et cela a une influence sur l'anarchisme, qui s'inspire d'ailleurs de nombreux mouvements indigènes. Ils sont inspirés principalement par les zapatistes au Mexique, car c'est en 1994 que les zapatistes se font connaître au monde, avec leur insurrection. Le 1er janvier 1994, au crépuscule du matin, une armée en guenilles et haillons s'est levée. Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Declaración de la Selva Lacandona, hoy decimos basta. Tout ça commence d'une manière très intéressante. Parce qu'il y a la menace de la violence. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de violence. Que veulent-ils? Qui sont-ils, ces guérilleros qui ne semblent pas appartenir à la tradition libertaire?
Le ZLN vient d'une autre tradition, qui est plutôt au départ une tradition, on va dire, marxiste, voire guévariste. Cela dit, c'est une organisation intelligente et qui a su prendre en compte à la fois le milieu dans lequel elle s'est développée, donc à savoir le Chiapas, qui est une région fortement indigène, et donc s'inspirer un petit peu des pratiques, des traditions de la région, et puis en même temps aller rechercher aussi dans l'histoire du Mexique. Donc c'est pour ça qu'il se revendique aussi de Zapata, de ce mouvement paysan avant les terres. Il revendique aussi Ricardo Flores Magón comme ce précurseur de la révolution et en même temps celui qui a amené le slogan Tierra y Libertad. À l'autre bout de ce pays où toutes les contradictions du capitalisme se donnent à voir, alors que près de la moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, ici, le Coca-Cola est devenu moins cher que l'eau. Les économistes ont beau parler de miracles mexicains, les paysans indigènes de l'armée zapatiste de libération nationale, descendus des hauts plateaux ou sortis de la jungle, connaissent dans leur chair les effets de la globalisation néolibérale et de toutes les formes de domination. Ils occupent les centres de décision parce qu'ils n'entendent plus être dépossédés de leurs terres, de leur vie et de leurs traditions et souhaitent reprendre leurs affaires en main. Mais ils ont beau écrire sur les murs leurs programmes, sur le moment, les commentateurs se désintéressent du message. Et c'est sur le messager que se tournent alors tous les regards. Le sous-commandant Marcos, un ancien étudiant en philosophie, devenu guerriero, mais qui, sous l'influence des Indiens, a peu à peu reconsidéré ses idées et ses stratégies pour adopter une pensée plus libertaire. Son grade, qui n'existe dans aucune armée du monde, parce qu'au Chiapas, suivant la formule mandar obedeciendo, c'est le peuple qui commande, tout comme l'usage du passe-montagne témoigne de cette évolution. Le passe-montagne, oui, ça répond évidemment au problème de la clandestinité. Mais en même temps, tous portent le passe-montagne. C'est-à-dire qu'ils sont tous à la fois soldats et responsables. Ce qui signifie pour eux, nous sommes tous frères et sœurs et nous participons tous à la lutte. Que dentro del ZLN cualquier otro, pues en este caso la segunda o tercera cabeza, según fuera tocando, se pusiera un pasamontañas y dijera, pues yo soy Marcos, el otro Marcos no se murió, aquí está, soy yo. Pero también y sobre todo de que cualquiera pudiera ser Marcos. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sureste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser Marcos. La véritable originalité du mouvement zapatiste dépasse les symboles et les individualités. Elle réside dans l'exemple qu'il donne d'un autre monde possible. Car l'expérience qui a commencé ici à la suite de l'insurrection et s'étend sur un territoire de la dimension d'un pays mobilise plus de 250 000 personnes et représente l'une des plus longues et des plus importantes expériences d'autogouvernement collectif de l'histoire moderne. Libre accès aux ressources naturelles, sociétés coopératives, assemblées de femmes, conseils de bon gouvernement, abolition des prisons, universités autonomes, hôpitaux gratuits. Dans cette partie si isolée du monde et si dure à la vie, ces hommes et ces femmes, depuis toujours humiliés et méprisés, mêlent pratiques ancestrales et innovations politiques en essayant, malgré les adversités, de redessiner un monde à leur image grâce à la mise en œuvre à tous les niveaux d'une réelle démocratie directe. Ils utilisent des formes d'organisation anarchistes, dans lesquelles on retrouve des assemblées de parole, où les gens mandatent une personne pour coordonner les activités du groupe. Mais elle ne fait que porter la parole de ce groupe et ne prend pas de décision à sa place. Ce qu'ils veulent, c'est une société dans laquelle tout le monde aurait le même pouvoir et le même bien-être, sans qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'est l'anarchisme. C'est pour cela qu'on utilise le terme de contre-pouvoir. L'anarchisme n'est pas une stratégie anti-pouvoir, c'est une stratégie de contre-pouvoir. Décentraliser et redistribuer le pouvoir. C'est pour ça que je considère le mouvement zapatiste
comme appartenant à la tradition libertaire et anarchiste. Mais eux, de manière très saine à mon avis, se méfient et refusent les étiquettes. La geste des zapatistes redonne espoir aux révolutionnaires du monde qui se coordonnent au sein du jeune mouvement altermondialiste et viennent au Chiapas pour participer aux assemblées régionales, aux conférences internationales et jusqu'aux rencontres intergalactiques organisées par le ZLN. La grande réussite également du Chiapas, c'est d'avoir mis l'accent sur l'international et la mondialisation, et donc permis à tout le monde de se retrouver dans la lutte des Indiens, pour peu qu'on ne cloue pas le bec aux Indiens. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par les écouter et ensuite les suivre, et non pas les précéder comme une avant-garde. Et donc, le mouvement zapatiste a réussi son pari, effectivement, de fédérer tous les mouvements révolutionnaires, à commencer par les libertaires, à cause de son horizontalité. C'était un exemple d'une manière différente de faire les choses. Depuis la chute de l'Union soviétique, que l'on soit pour ou contre, les gens se cherchaient un nouveau modèle. Mais cet exemple est considéré comme une menace. L'État envoie l'armée et les propriétaires terriens leurs milices qui assassinent au hasard. Comme par exemple lors du massacre d'Actéal, où 45 personnes sont fusillées, parmi lesquelles 18 enfants et 4 femmes enceintes. Plutôt que d'enchérir dans la violence, le ZLN décide de marcher sur Mexico sans armes afin de faire connaître son message au peuple du Mexique et au monde. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Sur leur chemin, le cortège grandit. Des hommes et des femmes encagoulés se joignent. Les couleurs rouges et noires de leurs drapeaux sont hissées et leur mot d'ordre repris. Et ce n'est plus seulement la voix d'une petite communauté rebelle qui se donne à entendre dans la parole poétique de cette face sans visage. Mais grâce aussi à Manu Chao, c'est le long cri de colère de tous les opprimés qui sort soudain de la nuit. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. La stratégie zapatiste, occupation, sécession, autogestion, vient relancer des expériences déjà en cours ou en inspirer de nouvelles un peu partout. Dans le centre des empires contre les grands projets inutiles et leur monde, comme à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans le berceau de la civilisation occidentale, comme à Athènes où le quartier d'Exarchia s'insurge contre les politiques d'austérité, ou au cœur même des combats, comme au Rojava où les Kurdes, pris en étau entre les mercenaires fanatisés de Daesh et les armées régulières du pouvoir autoritaire turc, font tout à la fois la guerre et la révolution. Car il ne faut pas oublier qu'ici, les fanatiques de l'État islamique ont beau avoir préempté le drapeau noir, c'est bien le drapeau rouge, jaune et vert des révolutionnaires kurdes qui est celui de l'anarchie. L'expérience confédérale et démocratique que les 6 millions d'habitants du Rojava mènent depuis bientôt 10 ans est en effet une révolution à la fois écologique, paritaire et libertaire. Et même si sa situation reste précaire, elle peut compter sur la détermination des bataillons de femmes et le renfort de colonnes internationalistes venues parfois des autres terres de résistance. Car qu'elles soient au Rojava, au Chiapas, à Exarchia ou à Notre-Dame-des-Landes, ces luttes qui, malgré leur diversité apparente, se font contre un même ennemi et au nom d'un même idéal, sont interconnectées comme en témoigne le message de solidarité que les combattants échangent au plus fort des combats. Mais au tournant du 3e millénaire, on sent que la réponse locale apportée dans les pays du Sud est insuffisante, et c'est donc au Nord que la globalisation néolibérale va recevoir sa première réponse globale. C'est bien sous l'œil des caméras des chaînes d'infos en continu et au cœur de la première puissance mondiale que le 3e millénaire commence, avec l'attaque d'un Trade Center. Seulement, pour l'histoire de l'anarchisme, ce n'est pas celle de 2001 à New York.
mais celle qui a lieu 2 ans auparavant, de manière tout aussi inattendue, sur l'autre côte des États-Unis d'Amérique. Je situerais pour l'Amérique du Nord un point tournant, c'est la rencontre de Seattle en 1999, la fameuse rencontre de Seattle en 1999. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Enfin, moi-même, qui étais déjà militant libertaire à l'époque, je ne l'ai pas vu venir. De manière totalement inattendue, il y a eu cette énorme manifestation à Seattle contre le capitalisme international et aussi contre l'OMC. Qui a révélé soudain qu'une nouvelle génération d'anarchistes était présente et qu'elle organisait cette opposition à l'OMC et à la Banque mondiale. Novembre 1999, au pied du mont Rainier, un sommet de l'Organisation mondiale du commerce doit avoir lieu qui entend rien moins que définir les règles du prochain millénaire. Déjà, on savoure une nouvelle avancée du capitalisme qui étendra son empire marchand aux productions de l'esprit au vivant et à tous les éléments. Le président de l'OMC et les gouvernants des principales puissances économiques n'ont pas choisi Seattle au hasard. Ville natale de Bill Gates, alors l'homme le plus riche du monde, la cité d'Émeraude est en effet la capitale mondiale de l'aéronautique commerciale et le centre planétaire du logiciel informatique. Elle accueille le siège social de certaines des grandes compagnies dont le nom rime déjà avec globalisation néolibérale. Mais c'était sans compter sur la permanence ici d'une longue tradition libertaire, dont l'éclosion toute récente du grunge, une fusion entre le mouvement punk et le mouvement hippie, avec Nirvana en tête de gondole qui aimait à parsemer ses clips à cercler, n'était que la dernière expression. Et sur le grand appel international à la mobilisation lancé par tout un agglomérat d'organisations, de collectifs et d'individus rassemblés au sein d'un mouvement des mouvements qui a choisi de profiter de cette occasion pour manifester son opposition au nouvel ordre mondial. Il n'y a pas de leader. C'est un mouvement horizontal, d'action directe, contre les multinationales. Bref, il y a tous ces marqueurs. Et si un grand nombre de personnes impliquées ne se considéraient pas comme anarchistes, il y avait tout de même beaucoup d'anarchistes présents. Et c'était clairement un mouvement anti-parti et anti-institutionnel. Et en ce sens, on peut dire qu'il était anarchisant. Le 30 novembre au matin, malgré le fait que la Rainy City n'a jamais autant mérité son surnom, l'ambiance est joyeuse et taquine. On plaisante, on chante, on interpelle des participants qui seront à la conférence. On pousse aussi un peu pour essayer d'entrer. Les autorités qui avaient sous-estimé l'ampleur de la mobilisation prennent peur. On appelle l'armée en renfort et la garde nationale intervient. Ce que l'histoire populaire a retenu sous le nom de bataille de Seattle commence. Car pour répondre aux violences policières et défendre le cortège, un petit groupe de manifestants a décidé de répliquer. Soudain, un Black Bloc s'est formé. Là, il y a quelque chose qui fait intégralement partie aujourd'hui de l'identité du mouvement, hein, cette composante des Black Blocs, et que nous ne connaissions pas, en tout cas en Europe occidentale. Et donc que nous avons vu surgir, et qui alors... D'où vient-elle? Le Black Bloc vient d'Allemagne de l'Ouest. Dans les années 70, il y avait les autonomes. Certains se disaient anarchistes, d'autres ne se réclamaient d'aucun parti et se disaient juste autonomes. Ils ont inventé la technique du Black Bloc, en portant le casque, le masque et en se protégeant contre les violences policières et les identifications. Il faut dire qu'à l'époque, en Allemagne de l'Ouest, la répression était très dure et les lois antiterroristes très sévères. Si le Black Bloc, qui désigne une stratégie et non des individus, existait déjà depuis longtemps, c'est bien ici et ce jour-là qu'il se fait connaître au monde. Pendant plusieurs heures, devant les caméras des premières chaînes d'infos en continu, les révolutionnaires qui l'adoptent assument la confrontation et revendiquent l'usage de la violence. Violence, ça veut dire, attention, pas contre les personnes, ça veut dire contre les choses. Ce qui se casse, c'est quand même
des vitrines, par exemple, ou des caissiers automatiques. C'est une violence qui est très largement symbolique, qui n'est pas du tout une violence physique directe sur des personnes, qui bien souvent consiste en des affrontements avec la police, mais pas disons, dans une violence extrême du tout, qui consiste dans la destruction éventuellement symbolique de la propriété, casser des banques, etc. Malgré les apparences, en les faits, loin d'être chaotique et désordonnée, l'action directe du Black Bloc est raisonnée et réfléchie. Elle se distingue en cela de la simple émeute. Car si sur son passage, les vitrines volent en éclats, ce n'est pas seulement pour exprimer la colère ou jouir du plaisir de casser pour casser, comme on entend dire trop souvent. C'est pour montrer qu'il est possible d'attaquer les succursales du capitalisme et, avec ce spectacle d'une violence très télégénique, fasciner les caméras. Coup double en quelque sorte. À l'heure du tout médiatique, où une image sensationnelle vaut mieux parfois que de longs discours, ce recours synecdoquique à la violence est en effet une propagande à la fois par le fait et par l'image. Ils considèrent qu'il faut aller lutter contre le capitalisme. Et c'est pour lutter contre le capitalisme qu'ils utilisent ces techniques. Donc c'est facile à lire, les banques, c'est le fric, c'est le capitalisme financier actuel, donc on attaque les banques. Même si on ne fait qu'égratigner sa surface. Mais au moins, ça attire l'attention de tout le monde, et seule la propagande gouvernementale fait semblant de ne pas comprendre pourquoi on attaque les banques. Tout le monde comprend pourquoi on attaque les banques. À propagande et demi. Les chaînes d'infos en continu diffusent en boucle les images. Sur les plateaux, on dénonce les casseurs et on s'efforce de dépolitiser leurs gestes. Il y a une mise en spectacle par l'État de cette violence mise en œuvre par les dominés eux-mêmes, comme un déchaînement irraisonné, comme une violence aveugle, etc. Les révolutionnaires anarchistes ne manquent pas d'intelligence. Ils ont inventé de manière très maligne ce slogan. Les vitrines ne souffrent pas. Pourquoi vous inquiétez-vous autant, puisque nous n'avons pas fait usage de la violence contre des personnes ? À Seattle, on a beau déclarer l'état d'urgence, imposer le couvre-feu et donner l'autorisation de tirer sur les semeurs de troubles, le pouvoir a perdu l'initiative. On préfère interrompre le sommet. Grâce à l'action inattendue et décisive du Black Bloc, la bataille de Seattle est gagnée. Étonnamment, ça a été un succès. On a vu qu'il était possible de faire reculer le pouvoir et que l'autorité ne pouvait pas se maintenir avec seulement la police dans la rue. L'autorité était sapée parce que c'est une question de foi, juste une question de foi. Et depuis lors, il y a eu de telles manifestations partout dans le monde. À Gênes, Naples, Québec. Ça a explosé partout où les gens étaient en conflit avec l'autorité. Dans les années suivantes, sur tous les continents, l'ombre du Black Bloc plane sur les grands sommets qui se claquent murs et se barricadent. Il faut dire qu'à la suite de Seattle, son ombre n'a cessé de grandir. Sa présence devient de plus en plus massive dans les manifestations, son action rapide et efficace, et ses images toujours plus fascinantes. Le phénomène est tel qu'en 2012, l'émeutier devient le personnage de l'année de Time Magazine. Comme à la fin du 19e siècle, dans les cercles du pouvoir, on parle à nouveau d'une internationale noire. Et l'on met tout en œuvre pour que Seattle ne puisse plus se reproduire. On s'est servi de Seattle pour justifier des recherches dans le domaine des nouvelles armes. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu des recherches sur des armes non létales, comme ils disent. Des ultrasons, des lasers, tout ce qui pourrait être utilisé dans des manifestations contre les manifestants. Et on a commencé à voir la police se comporter comme une armée. Les forces de l'ordre se sont en quelque sorte militarisées un peu partout. Ce nouvel arsenal de maintien de l'ordre et de pacification est aussitôt mis à contribution. Dans toutes les grandes manifestations, avec ces armes non létales, on les borgne, mutile et occasionnellement on tue, comme c'est arrivé en France avec Rémi Fraisse, qui meurt soufflé par une grenade pour n'avoir pas voulu que l'on détruise un écosystème.
Mais quand on perd le contrôle, on n'hésite pas à ressortir les armes, les vraies. Comme en Grèce, où Alexandros Grigoropoulos, un enfant de 15 ans qui participait à une manifestation, est assassiné par la police. Comme à Oaxaca, au Mexique, où le journaliste anarchiste Brad Will, qui filmait la révolte des professeurs, est tué sous l'œil de sa caméra par un policier. Ou comme à Gênes, où Carlo Giuliani, un jeune libertaire de 22 ans, est abattu d'une balle dans la tête et pour l'achever, la Jeep des carabiniers passe et repasse sur son corps. Dès la fin de la décennie, de nombreux libertaires commencent à remettre en question la stratégie du Black Bloc. N'est-elle pas devenue trop systématique et donc prévisible, au point de se retourner parfois contre les manifestants eux-mêmes? Après 10 ans d'affrontements, il est urgent d'imaginer de nouvelles formes de lutte. Depuis quelques années, un nouveau monde est né, Internet. Il faut dire que grâce à la révolution numérique et aux facilités d'échanges informatiques qu'elle induit, on a assisté à une augmentation sans précédent dans l'histoire des flux financiers. Ce nouvel Eldorado tourne les têtes des multinationales et des grands organismes bancaires qui misent de plus en plus gros sans aucun contrôle. Une bulle financière se crée qui explose en 2008, symbolisée par la chute de Lehman Brothers. On assiste à la banqueroute la plus importante de toute l'histoire. Pour la première fois depuis la crise de 1929, en Occident, des millions de personnes sont jetées à la rue du jour au lendemain et des pays entiers sont ruinés. Si des révoltes éparses ont lieu, c'est à l'automne 2011, au travers d'une mobilisation internationale, que de manière inattendue et sans toujours dire leur nom, les anarchistes vont à nouveau faire parler d'eux, avec le mouvement Occupy. C'est pour cela que ça a commencé à Wall Street. Parce que Wall Street avait ruiné l'économie mondiale, avec des fraudes massives, pour lesquelles personne ne sera jamais condamné. Ce qui montre d'ailleurs la totale inefficacité des États quand il s'agit de contrôler le capitalisme international. Aucune action sérieuse n'a été prise en ce qui concerne les responsables de ces gigantesques dévastations économiques, pour lesquelles des pays comme la Grèce, l'Espagne et ailleurs continuent de payer. Inspiré par les mouvements d'occupation des places lors des printemps arabes et du mouvement des indignés en Espagne, en organisant un gigantesque be-in au pied du temple de la finance internationale, Occupy Wall Street enchevêtre rassemblement de protestation et création d'une zone autonome temporaire. Le mouvement Occupy Wall Street, qui n'est pas un mouvement anarchiste à proprement parler, est très fortement influencé par des anarchistes. D'ailleurs, beaucoup d'anarchistes ont mis en place l'architecture de ce mouvement. Des gens comme David Graeber, par exemple, un anarchiste américain qui a beaucoup écrit sur l'anthropologie. Et d'autres encore, qui, sans se dire anarchistes, le sont dans les faits. Parmi eux, il y a aussi Cal Lann, un journaliste canadien fondateur de Adbuster et auteur du très beau design anarchique. Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine, qui est aussi un militant très actif des IWW, le grand syndicat anarchiste nord-américain, ou l'éternel Noam Chomsky, qui vient y faire des conférences. Mais si toutes les tendances de l'anarchisme se retrouvent bien ici et que toutes ces tactiques sont déployées, la mobilisation a aussi la particularité d'agréger de nombreuses personnalités qui n'appartiennent pas au mouvement libertaire, mais doivent se positionner en fonction de lui. Comme Naomi Klein, Cornel West, Judith Butler, Michael Moore ou le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. Car ce n'est pas le moindre des paradoxes de l'anarchisme, au moment où ses pensées et ses pratiques se généralisent, que de se fondre et de disparaître dans le mouvement. Il s'agit d'idées et d'expériences qui doivent avoir un sens pour nos vies et qui puissent apporter des réponses à nos questions. Le problème pour l'anarchisme n'est pas de se faire connaître, mais de nous offrir une sorte de caisse à outils
pour les problèmes de la vie quotidienne. Est-ce important de se réclamer de l'anarchisme? Non. Les anarchistes ne se battent pas pour un monde anarchiste, heureusement. Ils se battent pour un monde libre. Et la différence est cruciale. En venant des quatre coins du monde pour filmer l'événement, les caméras des chaînes d'infos laissent voir, non plus sur des théâtres lointains ou au travers d'une violence spectaculaire, mais dans des scènes de la vie quotidienne et au coin de la rue, ce que pourrait être une vie débarrassée des nombreuses formes de domination et d'exploitation. Car pendant plusieurs mois, ici, on médite, on discute, on rêve, on chante, on aime, on partage et on s'éduque. On abolit comme toujours les prisons, les polices, l'argent et les frontières. On imagine ensemble d'autres mondes possibles et on essaie de les réaliser maintenant. Ils ont adopté des formes d'organisation anarchistes. Des petits groupes qui se coordonnent et essayent de trouver le consensus au travers de la démocratie directe, tout en se posant la question de ce qu'il fallait faire pour que le mouvement continue d'avancer. Mais ces gens qui, sans violence, s'obstinent à agir comme s'ils étaient déjà libres dérangent. Dans l'urgence, des lois sont votées et la répression s'abat. Les autorités, comme toujours, ont essayé de stopper le mouvement Occupy Wall Street. Elles ont remis en vigueur les lois contre le vagabondage et toutes ces lois du 19e siècle. Et puis la police a cherché toutes les excuses pour empêcher le mouvement. Elle a parlé de troubles à l'ordre public ou d'assemblées illégales. Elle disait qu'il y allait avoir des émeutes. Mais plus on réprime et plus on censure, plus le mouvement Occupy s'étend. Et grâce à ces images qui se diffusent via Internet, plus il croît, se transforme et se multiplie dans l'espace et dans le temps. On occupe à Londres, Francfort, devant le siège de la Banque Centrale Européenne, à Tokyo, Paris, Montréal, Séoul, Rome, Hong Kong, Melbourne ou Tel Aviv, dans plus de 1500 villes de 82 pays différents. Et au travers de ces grandes mobilisations et des mouvements d'occupation, sans toujours dire son nom, l'anarchisme se diffuse et se répand jusqu'à devenir le pôle autour duquel tourne tout le mouvement social et une partie du monde politique. Peu importe que vous soyez pour ou contre l'anarchisme, à l'intérieur du mouvement anticapitaliste, vous devrez vous définir en fonction de lui. Et vous devrez rendre des comptes. Votre pratique et vos organisations sont-elles vraiment démocratiques? Avez-vous un fonctionnement horizontal? Écoutez-vous chacun? Êtes-vous sensible aux différences de genre, aux sexualités et aux autres formes de diversité? En un mot, êtes-vous plus humain? L'anarchisme ne s'enseigne pas, ça ne s'apprend pas dans les livres, dans les écoles, dans les conférences. L'anarchisme, ça se contagie. C'est-à-dire qu'il y a une transmission qui n'est pas de l'ordre de la didactique. Le mouvement libertaire profite lui aussi de cette massification de ses idées. Et cette vigueur neuve tord le cou à toutes les idées reçues sur l'anarchisme. Lui que l'on avait qualifié de révolte petite bourgeoise est aujourd'hui implanté dans les milieux les plus humbles. Lui que l'on avait voulu limiter à l'Occident conquiert encore de nouveaux territoires, comme ici le 1er mai 2019 en Indonésie. Lui que l'on avait prétendu minoritaire recueille une adhésion massive, notamment de la part des nouvelles générations qui se disent ingouvernables. Et lui que l'on avait si souvent dit vaincu prouve, malgré toutes ses défaites, qu'il est plus que jamais vivant. Il y a eu beaucoup de défaites dans l'histoire du mouvement anarchiste, des défaites aussi grandes que les aspirations que ces gens-là portaient. Mais il y a une autre façon de voir l'histoire de l'anarchisme qui, me semble-t-il, est plus intéressante, plus juste aussi, plus respectueuse des faits. C'est qu'à travers ces grands moments qui sont des moments d'échec réel, c'est-à-dire que c'est vrai que la Commune a perdu, c'est vrai qu'en Espagne on a perdu, il y a constamment des victoires moins visibles, moins spectaculaires, mais qui sont présentes partout. Mais il est tout de même remarquable que ce que les anarchistes ont pensé, senti,
promu, défendu depuis très très longtemps, est aujourd'hui présent dans beaucoup d'éléments de notre culture. L'anarchisme a eu un rôle fondamental dans le progrès des idées et dans le progrès de l'humanité en général. Mais l'anarchisme a toujours l'air d'être là et de ne pas y être. Les anarchistes semblent être partout et en même temps, on se demande tout le temps, mais où sont les anarchistes? L'anarchisme ne disparaîtra jamais parce qu'il appartient à l'être humain. Chaque fois que quelqu'un se demandera pourquoi il faut obéir, il y aura de l'anarchisme. Loin d'être achevée, l'histoire de l'anarchisme se poursuit donc. Mais alors que de nouveaux courants sont apparus, que des figures plus récentes ont succédé aux anciennes, que les stratégies et les tactiques se sont diversifiées et que les discours et les pratiques ont évolué, au terme de ces presque 2 siècles d'existence, il semble que l'enseignement qu'elle porte soit resté le même qu'au premier jour. Celui de la nécessité d'une insurrection, peut-être juste des consciences, une insurrection qu'il ne s'agirait plus d'attendre, mais, en méditant ces mots du comité invisible, de précipiter. La question pour une insurrection est de se rendre irréversible. L'irréversibilité est atteinte lorsque l'on a vaincu, en même temps que les autorités le besoin d'autorité, en même temps que la propriété le goût de s'approprier, en même temps que toute hégémonie le désir d'hégémonie. C'est pourquoi le processus insurrectionnel contient en lui-même la forme de sa victoire ou celle de son échec. Tout est dans la manière. Car notre sang bleu est noir.